De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Makaila Gebla et de notre éditorialiste Alfred Chongo. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. L'ancien président tchadien Hissène Habré a été condamné à la prison à perpétuité le 30 mai 2016, une condamnation qui a été confirmée en avril 2017 devant les chambres africaines extraordinaires, une juridiction spéciale créée pour l'occasion. Quel héritage ont-elles laissé? Birama Saounira nous apporte des éléments de réponse, on en parle juste après. En avril 2017, à Dakar, au Sénégal, les chambres africaines extraordinaires ont confirmé les charges qui pèsent contre l'ancien président du Tchad, Hissène Habré. Ce tribunal spécial avait condamné le 30 mai 2016 l'ancien chef de l'État tchadien à la perpétuité pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture commis entre 1982 et 1990 lorsqu'il était au pouvoir. La Cour a aussi ordonné l'ex-président tchadien à payer 123 millions d'euros aux victimes. Au terme de ces longs feuilletons politico-judiciaires, c'était un ouf de soulagement pour les victimes. Avant le verdict, c'était le stress. On se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Maintenant que le verdict est tombé, nous sommes très contentes. Ouh là là, on a fait ouf, ouf. Et la joie. Et on est bien content. On va bien dormir aussi aujourd'hui là. Parce que ça fait presque 20 quelques années, on est là à souffrir. Les chambres africaines extraordinaires ont été créées le 8 février 2012. C'est un tribunal spécial dont l'architecture a été conçue par des experts de l'Union africaine. Sur le fond, cette juridiction est habilitée à poursuivre de présumés responsables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de torture sur le continent. Je crois qu'aujourd'hui, les chefs d'État ou les leaders vont faire une autre lecture, n'est-ce pas, de la gestion d'un pays. Auquel cas, ils rencontreront la justice sur leur chemin. Nous envoyons là un message fort pour tous les tyrans, qu'ils soient dans le monde entier, qu'ils soient en Afrique et particulièrement au Tchad. C'est un grand message que nous venons là d'envoyer. Le procès de l'ancien président tchadien a donc écrit une nouvelle page de la justice africaine. Cependant, les avocats commis d'office pour défendre Hissène Habré ont estimé que les chambres africaines extraordinaires n'ont pas joué véritablement leur rôle dans ce procès. Le sentiment en fait que j'ai relativement à cette décision, c'est non seulement qu'il s'agit d'un verdict très sévère, mais j'ai comme eu pour ma part l'impression que la Chambre avait retenu en fait pratiquement le réquisitoire du ministère public dans cette affaire. Ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette affaire n'est pas de la justice. C'est un crime plutôt contre l'Afrique. Les chambres africaines extraordinaires sont considérées comme un tribunal hybride. Elles sont insérées dans les juridictions sénégalaises. La cour de ce tribunal spécial est composée à la fois de juges sénégalais et de magistrats ouest-africains nommés par l'Union africaine. Parmi eux figure notamment le magistrat burkinabé Gustave Kam, ancien juge au tribunal pénal international pour le Rwanda qui a présidé ces chambres africaines extraordinaires. Juridiction qui a condamné l'ancien dirigeant tchadien Hissène Habré, dont le verdict est un signal fort pour les autres dirigeants africains, selon les observateurs. Alors tout d'abord, Monsieur Gebla, qu'est-ce que vous avez retenu de ce procès Hissène Habré? Écoutez, le procès Habré est un procès historique pour l'Afrique, étant donné que c'est une juridiction spécialisée qui a été soutenue par l'Union africaine, qui a été basée à Dakar. Et ce procès, pour moi, devrait plutôt quand même aider les Tchadiens à une réconciliation nationale. Or, on a l'impression que le procès Habré a divisé les Tchadiens en trois parties, subdivisé les Tchadiens, je dirais. Il y a d'un côté les partisans d'Hissène Habré qui ont contesté effectivement la légitimité de l'institution judiciaire de Dakar. Il y a de l'autre côté les victimes soutenues par les ONG qui réclamaient justice pour effectivement ces victimes. Il y a aussi une partie tchadienne qui pense qu'Idriss Déby, actuel président du Tchad, ne peut pas évacuer sa responsabilité, étant donné qu'il était à l'époque chef d'état-major d'Hissène Habré. Il a été également un acteur clé de 1982 à 1989 avant de partir au Maquis et renverser le régime Habré. Et donc nous sommes un peu divisés et nous avons pensé peut-être que la communauté internationale et la communauté africaine qui soutenaient ces procès puissent tenir compte effectivement des points de vue des différents acteurs, que ce soit acteurs politiques,
et société civile tchadienne. Or, on a l'impression que ce procès aujourd'hui a laissé un goût amer d'un côté pour les victimes qui, elles aussi, réclamaient qu'elles soient indemnisées. Or, aujourd'hui, la question de l'indemnisation des victimes s'est posée avec acuité. On ne sait pas... Aujourd'hui, les victimes sont à la fois perdantes parce qu'elles sont victorieuses, autant pour moi, parce qu'elles ont remporté le procès contre elles, mais elles sont perdantes parce qu'elles ont tout perdu pendant l'arrestation et qu'aujourd'hui, le remboursement se pose problème. Alors, Alfred, on a effectivement vu dans le reportage que les avis sont partagés. Certains estiment que cette cour a failli à son devoir. D'autres saluent une grande avancée pour la justice africaine. Est-ce que vous pensez que ces chambres africaines extraordinaires ont rempli leur devoir dans ce procès? Je dirais que ce procès a valeur d'exemple. Parce que jusqu'à présent, on a décrié la Cour pénale internationale de La Haye, disant que ça ne s'attaquait qu'aux Africains, et puis que c'était une justice des Blancs, des Occidentaux contre l'Afrique. Là, l'Union africaine a pensé à juste titre qu'il fallait créer une juridiction spéciale. Et je crois que le Sénégal a eu aussi l'intelligence d'accepter justement de modifier sa constitution pour créer cette cour-là ad hoc. Ce qui veut dire que c'est un tribunal qui est spécifique. Une fois l'affaire Hissène Habré terminée, logiquement, c'est une chambre qui doit être dissoute, ou ce sont des chambres qui doivent être dissoutes. C'est là l'autre problème que ça pose, c'est-à-dire de la permanence de cette juridiction à 4 têtes et de sa capacité à connaître d'autres cas des chefs d'État africains ou autres personnalités africaines qui se retrouvaient dans le même cas. Ça, c'est une première remarque. La seconde, effectivement, comme c'est une première en Afrique, il y a des choses intéressantes. Et puis il y a des limites aussi à l'exercice d'un tel procès. Par moments, ça a donné l'impression de l'improvisation, de l'impréparation, parfois que l'accusation, la défense n'a pas pu jouir de tous ses droits. Et on a entendu l'avocat d'Hissène Habré dire, mais finalement, la Cour a suivi les réquisitions du ministère public, donc il n'y a pas eu effectivement justice, et puis il y a un certain nombre des Tchadiens qui sont déçus. Mais je pense effectivement que l'une des difficultés par rapport à Idriss Déby, encore qu'Idriss Déby avait dit qu'il était prêt à témoigner à ce procès-là si on le convoquait, justement. Mais que ça apparaissait pour les partisans d'Hissène Habré un peu comme une justice un peu de vainqueur, que ça masquait la responsabilité d'Idriss Déby. Tout à fait. En fait, lui-même, il a essayé de tenir en otage le procès de Dakar, étant donné qu'il s'est prononcé qu'il allait participer en tant que témoin, mais il s'est rétracté à la fin. Il n'a pas voulu aller à Dakar. Pour moi, je trouvais que c'était un premier affront vis-à-vis de cette juridiction africaine sur laquelle on a attendu beaucoup de choses. Et après, il a fait juger à N'Djamena des co-auteurs, des responsables de la DDS qui ont été associés à la répression du régime Habré. Donc nous avons constaté effectivement un procès qui a un goût inachevé, étant donné que les témoins qui sont censés être à Dakar ont été retenus en N'Djamena, et jusqu'à là, il se trouve maintenant qui jouissent aussi d'une partie de l'impunité. Il continue à haranguer les victimes actuelles de Habré. Donc du coup, on s'est rendu dans une situation, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, ce procès-là a un goût, je dirais, inachevé, et il fallait quand même repenser à l'avenir à un procès juste équitable, tel que l'ont réclamé les victimes et les défenseurs de ces victimes de Habré. D'autant plus que vous avez parlé de la question de l'indemnisation des victimes qui reste en suspens. Alfred, l'ancien dirigeant tchadien aurait une fortune à ce jour estimée à 100 millions de dollars. Est-ce qu'on sait finalement où se trouve cet argent? Graziella, c'est la vraie question, justement. C'est-à-dire que ce n'est que supputation. Parce que si on savait réellement où était planqué cet argent,
Et au regard justement du procès et puis de la situation du Tchad, le Tchad serait en droit de réclamer justement la restitution de cet argent, déjà pour l'État tchadien lui-même. Donc on ne sait pas réellement s'il a planqué l'argent en Suisse, s'il a planqué... Oui, Alfred, effectivement, c'est une très bonne observation. C'est que le problème aujourd'hui, les victimes sont prises, sont tourmentées. D'un côté, l'État tchadien dit que moi, je n'ai pas d'argent pour payer les victimes. De l'autre côté, l'Union africaine, la communauté africaine et internationale qui ont soutenu ces procès, aujourd'hui se rétracte. La France, qui est un acteur indispensable dans ces procès, où elle aussi dit qu'elle n'a pas de moyens à payer ses victimes. Donc aujourd'hui, quand vous voyez un peu les communiqués de presse de Human Rights Watch, de Amnesty International, qui réclament victimes, on se tourne vers Dakar. L'argent d'Abré, comme vous l'avez dit, Alfred, est méconnu. On ne sait pas où est-ce qu'il a placé cet argent. Détient-il encore des moyens suffisants? Est-ce que les 120 quelques milliards dont on réclamait sont disponibles pour rembourser et indemniser ces victimes? Mais franchement, la question interpelle à plus haut niveau l'institution africaine, interpelle également toutes les parties prenantes. Et je pense d'ailleurs que l'Union africaine aurait dû prévoir quand même un fonds d'indemnisation indépendamment de la condamnation d'Hissène Habré, disant qu'il doit payer ces victimes-là. L'Union africaine a manqué de prévoyance dans ce sens-là, puisque tout le monde sait effectivement qu'Hissène Habré... Aujourd'hui, l'espoir s'envole, étant donné que le président de l'Union africaine est aussi un Tchadien, ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, à la tête de l'Union africaine. Est-ce que les victimes vont-elles continuer à harceler N'Djamena, harceler également Dakar et harceler la communauté africaine? Donc franchement, moi je soutiens de tout cœur avec ces victimes. Mais je pense qu'il faut qu'ils se tournent vers l'Union africaine. Absolument. Parce que ni Hissène Habré ni le Tchad n'auront les moyens de les indemniser. Donc il faut que l'Union africaine ait peut-être aussi tu as bien fait de rappeler qu'il y a mais oui, la France qui était là, l'Union européenne, la Belgique et tout ça, ils doivent mettre la main aussi à la poche pour indemniser ces victimes. Et ce qui explique un peu aussi la réticence d'Habré dès le départ de ce processus, de son procès, parce qu'il a rejeté la partie, l'émission de la France, l'émission de Bruxelles, l'émission aussi effectivement de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, l'histoire pourrait lui donner raison, étant donné qu'il a rejeté effectivement la partie prenante de ces acteurs internationaux sur ce procès. En tout cas, ce que beaucoup ont retenu de la tenue de ce procès, c'est que les Africains sont aujourd'hui capables de juger eux-mêmes leurs anciens dirigeants. Alfred, est-ce que cela peut permettre de dépasser la polémique aujourd'hui en ce qui concerne la Cour pénale internationale? Alors, mais Graziella, ça c'était l'un des buts justement poursuivis par l'Union africaine, de dire nous sommes capables. Et d'ailleurs, ce qui est regrettable, c'est que indépendamment de la création de cette juridiction spéciale, mais il y a la Cour africaine de justice qui est une coquille vide, qui aurait pu justement connaître de ces cas-là indépendamment de la CPI, par exemple. C'est-à-dire que nous créons en Afrique des structures, des juridictions, mais que nous ne respectons pas, nous ne leur donnons pas les moyens, et ça, c'est vraiment regrettable. Oui, je trouve aussi regrettable, étant donné que la Cour pénale internationale des Africains ont menacé de quitter en masse la Côte d'Ivoire, d'autres pays africains. Aujourd'hui, ces Africains ont une juridiction à compétence universelle qui est celle qui est basée à Dakar. Il fallait accompagner, appuyer ces juridictions. Or, vous savez très bien que la culture de l'impunité gangrène la société africaine. En plus, les chefs d'État africains qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ne sont pas prêts à être devant une juridiction pour être jugés. Donc la situation reste quand même alambiquée, très complexe à gérer à l'avenir. Merci messieurs pour toutes ces précisions. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Une plainte a été déposée auprès de la Haute Cour de justice de N'Djamena par le Parti socialiste sans frontières contre le président tchadien Idriss Déby Itno. Et puis un calendrier pour la mise en œuvre des mesures issues du dialogue politique est toujours en attente au Gabon. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas dans quelques instants. La suite de votre émission. À tout de suite.